Il est candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation donc, de Public Sénat avec l'agence France Presse. Et comme chaque semaine, trois grandes parties et trois grandes questions auxquelles vous allez devoir répondre. D'abord, François Hollande a-t-il raison de tenir bon sur la loi travail? Pas question de céder, dit-il aujourd'hui, en ce mardi de nouvelles manifestations, émaillées d'ailleurs de violences comme à Paris, Rennes et Nantes. Deuxième question, alors que le risque de dislocation de l'Europe est évoqué face aux crises multiples. Souhaitez-vous la fin de l'Europe? Vous le direz à Michael Zamès de Public Sénat. Enfin, souhaitez-vous une alliance de tous les souverainistes jusqu'aux extrêmes de l'échiquier politique? Vous répondrez à Guillaume Daudin de Public Sénat, de l'AFP. Grève reconductible, manifestation, cortège émaillé de violence, donc je le disais, le climat social reste extrêmement tendu, mais François Hollande reste ferme sur la loi travail. On l'écoute. Cette loi, elle va passer. Pourquoi? Parce qu'elle a été discutée, elle a été concertée, elle a été corrigée, elle a été amendée. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements. Je ne vais pas prendre la liste, y compris de ceux qui font quelques critiques en ce moment. Il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter. Alors, a-t-il raison de ne pas céder, après avoir déjà cédé d'ailleurs, puisqu'il évoque un texte corrigé? Il dit qu'il y a une négociation, il n'y a pas une négociation puisqu'il y a le 49-3 et que tous les Français ont compris que c'était un passage en force. Mais si cette loi était utile à la France, aux entreprises, aux salariés, moi je la voterais. Mais je voterai contre cette loi qui est néfaste pour les salariés et qui ne sera pas utile aux entreprises. J'étais en Haute-Marne il n'y a pas longtemps, mercredi, et je rencontrais un entrepreneur, 20 salariés. Il me disait, cette loi c'est une catastrophe, elle ne va pas aider les PME, elle va leur compliquer la vie. Et en plus, elle ne récompense pas le travail. Pourquoi je suis contre cette loi? C'est qu'elle ne récompense pas les travailleurs. Les heures supplémentaires, c'est-à-dire un salarié qui fait un effort, cette loi va baisser la rémunération des heures supplémentaires. Pas d'accord dans l'entreprise. Bah oui, tout passe par des accords d'entreprise, des référendums sous l'égide des syndicats. Mais ça sera le bazar qui va être répandu dans toutes les entreprises et ça sera le nivellement par le bas. C'est une société low cost. C'est le renard dans le poulailler. Et ça va favoriser ceux qui alignent par le bas au lieu de favoriser ceux qui élèvent. Donc François Hollande cette loi est mauvaise. François Hollande a tort. Mais il a complètement tort sur le fond et sur la forme. Mais dans votre livre, Nicolas Dupont-Aignan, voilà, France, lève-toi et marche, vous dites qu'il y a une préférence française, française, pas européenne, pour le chômage dans notre pays. Alors vous réclamez des réformes d'envergure. Oui. La réforme du Code du travail en est une. Mais ce n'est pas une réforme du Code du travail, la loi El Khomri. Je préconise une réforme fondamentale, qui est d'inciter à produire français. Car la loi El Khomri, comme les réformes proposées par les Républicains, c'est la gestion de l'alignement des salariés français sur le salarié roumain. C'est ça en fait. Et bientôt sur le salarié chinois. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire comment on va produire français, comment on va élever le niveau, comment on va monter en gamme, comment on va faire des efforts de productivité, eux, ils ont abandonné. Et donc ils disent, il faut précariser les salariés comme les autres. C'est tous les autres, la droite, la gauche. Ceux qui cèdent à la ligne de Bruxelles. Cette loi, elle est imposée par Bruxelles. La réalité... Elle est imposée par Bruxelles ou par certaines réalités de notre pays? Mais la réalité de notre pays, c'est d'attirer de la richesse. Si cette loi baissait les charges sur les PME, si cette loi supprimait les travailleurs détachés, c'est-à-dire le régime fiscal et social qui favorise l'embauche de travailleurs roumains, polonais, espagnols qui ne payent pas les charges sociales françaises. C'est-à-dire si cette loi, elle s'attaquait à la concurrence déloyale et qu'elle favorisait les PME françaises, mais je la voterai. Mais cette loi, elle ne vise pas effectivement les travailleurs détachés, Nicolas Dupont-Aignan. Mais la France est engagée, vous le savez, contre le système des travailleurs détachés qui aboutit à du dumping social. C'est vrai, on le voit dans le BATP. La France n'est pas engagée dedans. La France soutient les efforts de la Commission pour durcir ce régime. Mais ça, c'est du pipeau, c'est du cinéma. En attendant, il y a 500 000 travailleurs détachés en France. Coût horaire, 14 €, charges comprises. Il y a des Français qui sont aussi hors de nos frontières. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 500 000 emplois volés. Ce sont des voleurs d'emplois. Et
avec la complicité du gouvernement français, qui met la France dans la rue pour une loi travail incompréhensible. Et au même moment, il suffirait de dénoncer la directive travailleurs détachés et d'obliger les travailleurs détachés à payer les charges sociales françaises du pays d'accueil pour libérer 500 000 emplois. Mais reconnaissez quand même que c'est ahurissant que le président de la République ose rester 1 heure à Europe 1 comme 1 heure à France 2 la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et n'a pas abordé une fois ce que toutes les patrons de PME, artisans, me disent, salariés dans toute la France, dire on ne peut plus lutter contre la concurrence déloyale des travailleurs détachés. On s'est félicité, c'était magnifique. magnifique. Il y a un gisement de travail. Ce dimanche, on a vu partir le magnifique paquebot, le plus grand du monde, construit sur les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Et vous êtes le seul, j'ai l'impression, à dénoncer justement la présence de travailleurs détachés sur ce chantier. Mais oui, je le dis dans mon livre. J'explique, oui, j'ai été sur les bords des quais, où vous avez des Moldaves, des Tchèques, des Roumains qui dorment dans leur voiture. Et au même moment, au Pôle emploi de Saint-Nazaire, il y a des ouvriers qui n'ont pas de travail et on donne du RSA sur fonds publics. J'ajoute même que je suis stupéfait qu'on subventionne ces pays. La France perd 7 milliards ou 8 milliards par an qu'il donne à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on donne 8 milliards de plus qu'on reçoit à l'Union européenne. 8 milliards. Cet argent va aider la Pologne. Très bien, on les aide. Pourquoi pas? Mais après, attendez, c'est heureux. J'estime que maintenant, la chute du mur est passée depuis 15 ans, il se développe. Ces pays, la Pologne, a sa monnaie, qu'il a dévaluée. Et ensuite, ces pays subventionnés par nos impôts envoient leurs travailleurs sur notre sol, nous voler nos emplois. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, à ces 11 pays européens, essentiellement des pays de l'Europe de l'Est d'ailleurs, qui disent non à la révision de cette directive travailleurs détachés? L'Europe, la belle Europe que j'aime. Qu'est-ce qu'il faut dire? La belle Europe, c'est pas la jungle, c'est pas la concurrence déloyale. La belle Europe, c'est pas l'alignement des Français sur le SMIC bulgare à 179 €. La belle Europe, c'est l'élévation, c'est le rapprochement vers le haut. Et c'est ça. C'est bien son objectif. La différence. Non, là c'est l'inverse. C'est bien son objectif. Là c'est l'inverse. C'est qu'on aligne les salaires français, loi El Khomri, programme des Républicains. C'est l'alignement des Français sur le moins-disant social, fiscal. C'est pas possible. Alors, je le disais tout à l'heure. En tout cas, pas pour moi. On a compris. Et vous êtes là pour exprimer vos idées que vous résumez donc dans ce livre. Je le disais, il y a encore eu des violences. Et j'explique surtout qu'on peut faire autrement, parce que quand je propose par exemple de réduire de moitié l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français, je donne un bonus fiscal aux PME qui veulent produire en France. Moi, je ne suis pas pour dire que tout va bien en France. Il faut aider les PME, les petits chefs d'entreprise, ceux qui le méritent. Vous dites que tout va mal, presque. Non, je dis qu'aujourd'hui, il y a une prime à la délocalisation et au chômage. Et je veux qu'il y ait une prime à ceux qui apportent de l'emploi en France. Alors, je le disais tout à l'heure dans les manifestations, vous l'avez vu aujourd'hui à Paris notamment, à Rennes et Nantes encore, il y a eu des violences. Manuel Valls a répondu tout à l'heure sur ce point. On l'écoute et vous réagissez. Dans ce moment-là, où on entend les mots, j'ai même entendu parler il y a encore un instant de Chianli, où s'exprime de la violence et de la radicalité dans notre société. Chacun, je le rappelais, a sa part de responsabilité. Et dans les mots qui ont été parfois utilisés contre le texte de loi porté par Myriam El Khomri, dans les tracts à l'égard contre les forces de l'ordre, dans cette volonté de faire reculer le gouvernement sur ce texte qui nous paraît indispensable, utile pour les entreprises comme pour les salariés, je veux appeler chacun à la responsabilité. Tout mot, tout acte, tout écrit qui remet en cause même les principes de la République, y compris un article de la Constitution, l'action du gouvernement est aujourd'hui un mot qui peut faire déraper le pays. Alors voilà, il y a les mots qu'on lit sur les tracts, sur certaines affiches, et puis il y a les faits. François Hollande, ce matin, a lancé un « ça suffit » à l'adresse des casseurs. Là, vous lui donnez raison. Quelle tartufferie. Vous savez, je pense à Molière, les tartuffes. Ces gens qui mettent de l'huile sur le feu, qui laissent les casseurs faire, et qui après font de l'amalgame entre la colère sociale légitime et les casseurs. Moi, je suis... Ils ont jeté de l'huile sur le feu. Oui, quand on fait voter par le 49.3 une loi
qui est une loi de régression profonde. D'accord. Le Mais l'article 49.3, le Premier ministre l'a rappelé, c'est une loi constitutionnelle. Peut-être, mais il y a des usages. Vous savez, quand on provoque les gens, quand on agresse un peuple en gouvernant contre ses intérêts, quand on négocie un accord avec la Turquie, on en reparlera. La violence est légitime ? Non, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une colère sociale, qu'il faut l'entendre. Et en revanche, j'aimerais que le gouvernement soit plus ferme contre les casseurs, parce que le gouvernement est faible avec les casseurs et dur avec les salariés. Et ça, c'est ce que j'appelle de la manipulation politique. Et là, juste, vous dites le gouvernement. Regardez, le gouvernement a pris des mesures récemment. Le gouvernement est très faible. Il a pris quelques mesures d'interdiction de manifester à enfin, l'encontre de certains. Oui, mais la justice administrative a annulé ces interdictions. Pourquoi le gouvernement, qui est si prompt à utiliser le 49.3, ne change pas un peu de politique pénale? Vous savez, je crois que le Premier ministre joue la politique du pire. Tant pis pour eux. Ils se fâchent avec le peuple, et c'est dommage. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est d'avoir l'air ferme, alors qu'ils sont faibles. Ils sont faibles avec les casseurs, faibles avec les puissants, et forts et durs avec le peuple. Est-ce que la police est faible avec les casseurs? Parce que son attitude est critiquée par certains, vous l'entendez, il y a une polémique sur l'attitude des forces de l'ordre. La police fait tout ce qu'elle peut, mais... nous savons que c'est quand même ce gouvernement qui a voté les lois les plus laxistes en matière de sécurité depuis 4 ans. Et donc, c'est un peu fort de café de venir maintenant en disant « si vous êtes contre nous », parce que c'est ça, j'ai été à l'Assemblée cet après-midi, j'ai entendu M. Valls, c'est extraordinaire. En gros, si vous nous critiquez, si vous avez des paroles politiquement dures, vous êtes un casseur. Bon, la manip, elle est grosse comme une maison, il n'y a pas un Français qui va y croire. Ce qu'il faut, c'est 2 choses. Être beaucoup plus ferme vis-à-vis des casseurs, les interpeller, les arrêter. Si on n'avait pas voté les lois pénales Taubira, ça irait beaucoup plus vite. Premier point, rien n'empêche le Premier ministre... répète le ministre de l'Intérieur. Non, rien, il fait en parole. Rien n'interdit M. Valls de nous proposer une loi anti-casseurs. Je remarque que c'est d'ailleurs la gauche qui a annulé les lois anti-casseurs régulièrement. Donc, que le gouvernement propose une loi anti-casseurs, que le gouvernement soit ferme contre la chienlit, mais en revanche, qu'on ait encore le droit, en démocratie, de critiquer l'action du gouvernement. Est-ce que vous irez manifester avec les policiers demain? Oui. Et qu'est-ce que vous leur proposez, vous, concrètement? Le problème des policiers, il est double. Il y a un problème de moyens, mais le gouvernement d'avant avait été pire, et c'est pourquoi je l'avais combattu sur certains points, mais il y a un problème de respect. Et ce que je demande, et là c'est la mesure principale, c'est que toute agression contre un policier donne lieu à de la prison ferme. Je suis maire d'une ville de banlieue. Donc je des vois peines tous planchées, les jours, peines planchées de prison ferme, de policiers. C'est gendarmes, ça, pompiers. Premier point fondamental. Deuxième point, que toutes les insultes, crachats, insultes, prises à partie donnent lieu à inscription sur le casier judiciaire et non pas simplement rappel à la loi. Je demande parallèlement qu'il y ait présomption de légitime défense, notamment dans les cas en faveur des policiers. Dans quel cas? Dans les cas les plus graves, c'est-à-dire hold-up à main armée, actes terroristes, c'est-à-dire de permettre aux policiers de réagir alors qu'aujourd'hui, ils sont complètement bloqués. Mais là, il y a des aménagements qui ont été annoncés. Un premier aménagement, le ministre je le sais très bien, qui a de même été l'Intérieur, qui a été un voté. Premier aménagement, mais qui est insuffisant. Donc voilà, il y aura une forme d'irresponsabilité pénale pour les policiers. Non. C'est l'idée. Mais vous voulez aller plus loin? Je veux aller sur un point, aujourd'hui, quand un policier est obligé de réagir et qu'il y a doute, il est dans une procédure judiciaire qui va durer 2 ans, où il est sali et il est lavé au moment du procès. Je trouve que c'est particulièrement injuste. Et tous les policiers de France réclament une présomption de légitime défense. Non, on va vous dire c'est un permis de tuer. Et c'est une idée défendue par le Front National. Et par M. Ciotti, et par Nicolas Sarkozy et par d'autres. D'accord. Et je ne vois pas au nom de quoi je ne la défendrai pas. Ceux qui vont... Mais je la défends parce que les policiers... Vous opposez par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme. J'en ai rien à faire. Voilà. Il y a un maître, je n'ai qu'un maître, le peuple français. Et s'il le fallait, il faudrait la faire adopter par référendum. Il y a une autre mesure fondamentale, c'est la récidive. Et je propose qu'au bout de 2 récidives, à la 3e, il y ait l'interdiction de prononcer un sursis. C'est-à-dire, c'est le système américain où vous êtes comptable de vos actes. Si on ne fait pas ça, et je pèse mes mots, je le vois dans ma banlieue, tous les jours, les policiers ne sont plus ni craints ni respectés. François Hollande répète que ça va mieux. Est-ce que vous estimez que ça peut terminer dans la rue avec des violences? Est-ce qu'on y est presque, puisque c'est le danger que vous soulignez dans votre livre, Nicolas Dupont-Aignan?
Vous savez, il y a une belle phrase de Marc Aurèle, un empereur romain, qui disait vous pouvez tondre le peuple, d'ailleurs c'était pas trop gentil, mais enfin on est à l'époque de l'Empire romain, vous pouvez tondre le peuple, mais prenez garde à ne pas l'écorcher. J'ai rendu visite à 25 départements français, petites villes abandonnées. Il y a une désespérance dans notre pays qui s'explique tout simplement par le mépris du peuple qu'ont nos dirigeants. Et François Hollande, ce matin, me faisait penser à Louis XVI. Et je ne lui souhaite pas sa fin. C'est-à-dire, mais ils n'ont pas de pain aux Marie-Antoinette, qu'on leur apporte des brioches. Je crois que ces gens vivent hors du temps, sont totalement prisonniers d'un monde et ils ne vivent plus sur Terre. Et moi, je veux rendre le pouvoir à la majorité silencieuse, parce que c'est elle qui est le peuple. Alors, il y a un ancien ministre de Bercy qui vous séduit, ou qui vous a séduit, hein, c'est Arnaud Montebourg. Il a escaladé le Mont Beuvray hier. Il a fait un petit pas vers 2017. On l'écoute, vous réagissez. Je vous propose de bâtir dans les mois qui viennent un grand projet alternatif pour le pays. Alternatif aux appareils politiques et hors leur censure, et audacieux dans l'invention de notre futur. Le système politique est devenu une grande machine à trahir. Il en est définitivement épuisé. Est-ce que vous l'incitez à poursuivre ou reprendre son combat courageux, dites-vous, pour une alternative? Je la cite à venir me rejoindre, s'inscrire à Debout la France. Il y a déjà entre 6 et 8% des Français qui disent, dans les sondages, qui nous sous-estiment toujours, nous rejoindre. Vous savez, moi je suis convaincu d'une chose, comme lui d'ailleurs, c'est que ça ne passera pas par les deux principaux appareils qui aujourd'hui s'effondrent, ce sont des fins de système. Le Parti Socialiste qui finira, j'ai toujours dit que le Parti Socialiste finirait comme le PASOK grec, à 3%, donc il va y arriver, et puis comme les Républicains qui sont en train de répéter ce qu'ils répètent depuis 20 ans. Là, vous confirmez donc effectivement. je pense, sincèrement, que Arnaud Montebourg, de l'autre côté de la barrière, tient un discours assez proche du mien. Donc je l'invite à me rejoindre. Voilà, c'est heureux de vous entendre dire du bien d'un homme politique, parce que alors, dans mais votre moi je dis livre... beaucoup de bien de beaucoup d'hommes politiques dans mon livre, vous n'avez pas tout lu. Il y en a beaucoup, et je parle notamment des 100 grades, de ces députés, et de tous ces les sénateurs. autres sont des oligarques, des incompétents, des manipulateurs, lâches, traîtres, médiocres, carriéristes, cyniques, le troupeau de cils. Oui. Hein, c'est un peu comme Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous. Non, pas tous, parce que justement, j'explique dans mon livre que vous avez des milliers de maires qui font leur boulot sur le terrain, que vous avez des députés, des sénateurs, je les cite, ces députés, vous vous souvenez du passage, je les cite, qui font un superbe boulot. Mais est-ce qu'on va continuer à être le seul pays au monde, la seule démocratie au monde, à recycler des gens qui nous ont ruinés? La dette a été multipliée par 3, le chômage par 2, la misère, l'immigration. Des gens qui nous ont ruinés et qui se croient au-dessus du suffrage. Stop, ça suffit. Alors, on va voir ce que vous présentez maintenant, puisqu'on va évoquer votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, avec Michael Zamès de Public Sénat. Souhaitez-vous d'abord la fin de l'Europe, puisque vous réclamez la renégociation, pour être précis? C'est que l'Europe est un continent qu'on ne peut pas faire disparaître sous les flots. En tous les cas, la construction que vous voulez renégocier. Alors les traités, d'ailleurs en les soumettant par référendum aux Français. D'ailleurs, vous proposez au total 5 référendums. On va en parler. L'Europe aujourd'hui en crise, notamment face aux réfugiés. L'accord avec la Turquie est combattu, mais ce matin, François Hollande lui a apporté à nouveau son soutien. J'étais au Conseil européen et j'ai travaillé avec Mme Merkel pour qu'il y ait un accord avec la Turquie. Donc je ne vais pas aujourd'hui me désengager. Pourquoi il fallait un accord avec la Turquie? La Turquie, c'est un pays voisin de l'Europe, où il y a 2 500 000 réfugiés, qui, pour certains d'entre eux, traversaient au péril de leur vie pour aller jusqu'en Grèce, ce qui a créé l'afflux que l'on sait. Nous n'étions pas les premiers concernés. C'était l'Allemagne, l'Autriche, la Suède qui l'étaient davantage. Mais j'ai considéré que ce n'aurait pas été loyal à l'égard de Mme Merkel, ce n'aurait pas été européen que ne pas avoir un accord avec la Turquie. Cet accord, il est exigeant. Les milliards dont vous parlez ne peuvent être versés que si les conditions sont respectées. Et les visas ne pourront pas être attribués pour les Turcs si 72 critères ne sont pas eux-mêmes respectés. Alors, je ne suis pas d'accord avec les décisions que prend M. Erdogan, mais il y a un accord qui a été passé avec la Turquie. Cet accord doit être pleinement exécuté. Bonsoir, Michael Zamès. Bonsoir Michel, bonsoir M. Dupont-Aignan. Bonsoir Michael Zamès. François Hollande assume l'accord et en somme, il dit ceux qui sont contre cet accord ne sont pas européens. Vous vous situez où? Mais c'est tellement grotesque
pathétique. Je pensais à Daladier quand je voyais. C'est que dit Monsieur François Hollande ou l'accord? Mais cette espèce de Munich migratoire où l'Europe, pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est une civilisation. Oui, la belle Europe, comme vous avez. La belle Europe se couche devant un chef d'État qui lui fait du chantage et menace. Qui s'est couché? François Hollande, Angela Merkel, qui est allée discuter avec... François Hollande, contrairement à ce qu'il Erdogan dit, était absent au sens éteint. Et La il dit je ne lumière peux était pas être éteinte. déloyal vis-à-vis d'Angela Merkel, vous l'avez entendu. Ah non, mais il est le valet, pour le coup, de Madame Merkel, donc on connaît. Mais le problème de fond, c'est comment peut-on accepter qu'un État voisin important, qui doit être un partenaire, je n'ai jamais été contre la Turquie comme partenaire, j'ai toujours été hostile à son entrée dans l'Union européenne, mais comment peut-on accepter de négocier avec quelqu'un qui vous menace? Est-ce que vous avez accepté, dans votre vie professionnelle, de négocier avec un pistolet sur la tempe? Moi, jamais. Donc on ne peut pas avoir confiance dans la Turquie. Pas dans la Turquie gouvernée par M. Erdogan, et je pèse mes mots, qui a joué double jeu avec l'État islamique. J'ai été en polémique avec M. Moscovici sur une chaîne concurrente, et j'ai retrouvé l'article que je n'ai pas pu citer du Guardian, c'est un article britannique qui montre les liens de la famille de M. Erdogan avec l'État islamique, qui se sert du robinet des migrants pour faire pression sur l'Union européenne, et ce faisant, a laissé des passeurs exploiter la misère humaine, et qui, de surcroît, est en train de mettre en place un régime antidémocratique. Je croyais que les valeurs de l'Europe, c'était la démocratie. Alors on cherche des poux, pardonnez-moi, à M. Orban, qui est quand même élu démocratiquement. C'est un homme bien, M. Orban. Mais c'est un homme qui est élu démocratiquement. Ben, bien sûr, il est élu démocratiquement, et il dit des choses très justes. Et en même temps, on négocie avec M. Erdogan. Mais je me demande jusqu'où on va aller. De surcroît, Vous pensez que le pouvoir hongrois est en phase totalement avec les valeurs de la belle Europe qu'évoque Michael à l'instant? En quoi le pouvoir hongrois n'est pas en phase avec les valeurs de la belle Europe? C'est un pouvoir démocratique, et je ne vois pas au nom de quoi je le contesterais. Et c'est un des seuls qui sauve l'honneur de l'Europe dans cette affaire, en disant stop à une folie migratoire qui met en marche des millions de personnes vers le continent européen, contrairement à l'intérêt de ces pauvres migrants, comme à l'intérêt des Européens. Mais ça fonctionne, regardez, 6 milliards que l'on donne à la Turquie, il y a moins de migrants, notamment qui viennent de Grèce. 10 fois moins, dit-on. C'est un constat, Frontex. C'est un constat Attendez, dressé des par chiffres donnés Frontex. par Vous Frontex. oubliez quelque chose, c'est que ce tarissement est la preuve exacte que M. Erdogan pouvait très bien s'attaquer aux passeurs sans avoir besoin des 6 milliards. Il a suffi que M. Erdogan dise « Je stoppe, j'ai été en Turquie, j'ai été à Léros ». Tout le monde savait que les passeurs étaient protégés par la police turque. Donc ça veut dire qu'on accepte qu'un État voisin, un partenaire, nous manipule et manipule nos opinions et se sert de la misère humaine. C'est conscient. Et bien évidemment, puisque derrière, fait vous avez exprès. la libéralisation des visas, qui est un problème majeur, libre circulation sur Schengen de 80 millions de Turcs. Et puis, quand vous savez, pardonnez-moi, comment sont donnés les passeports turcs aux turcophones, c'est un problème de sécurité publique majeur et un problème d'immigration majeur. Donc, je vous le dis très clairement, nous avions d'autres moyens pour contraindre Erdogan à respecter la démocratie et aussi à contrôler les passeurs. Mais vous niez que le président Erdogan ait été élu démocratiquement en Turquie? Non, je ne nie pas, mais je ne nie pas non plus que M. Erdogan s'accommode de la démocratie de manière assez curieuse. Et je remarquerai aussi que ça ne choque personne que M. Erdogan massacre les Kurdes, qui sont quand même nos alliés face à l'État islamique, qui, je vous le rappelle, a tué 130 personnes sur les trottoirs de Paris. Et je suis indigné de cette faillite morale du pouvoir français et allemand, comme je suis certain que cet accord ne va pas régler le problème migratoire, car vous savez qu'il y a aussi la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour tout migrant qui repartirait de Grèce vers la Turquie, on en accueille un. Donc ne trompons pas les Français sur cet accord scélérat. Il y a derrière cet accord scélérat que vous dénoncez un pas peut-être supplémentaire vers le processus, dans le processus d'union de la Turquie. Oui, alors on écoute sur ce point Pierre Moscovici que vous avez cité, le commissaire européen qui était à votre place il y a 15 jours. On doit être, par rapport à la Turquie, à la fois dans une attitude de coopération nécessaire et aussi dans une attitude de fermeté sur les principes. C'est un pays qui est démocratique, avec lequel il faut coopérer, notamment sur cette crise de réfugiés, mais pas seulement, qui est aussi un important partenaire économique. À terme, à 15 ans, à 20 ans, la porte peut être ouverte si nous sommes capables, justement, de dessiner un arc de valeurs, de principes et d'intérêts communs.
Donc ça veut dire que dans 15 à 20 ans, la Turquie sera dans l'Union européenne. Mais c'est le projet de M. Moscovici, c'est le projet des socialistes. Sans nous le dire, c'est ça. Mais bien évidemment, ça avance pas à pas. D'ailleurs, je lisais Nicolas Sarkozy dans Le Monde ce soir, et je lisais qu'il était opposé, je m'en réjouis qu'il ait évolué, parce qu'il a ouvert 12 chapitres de négociations. Donc moi, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'en ai assez de ces menteurs successifs. Ils veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. C'est un danger majeur. Je serai le candidat à la présidentielle qui fera tout pour qu'on ne fasse pas cette politique catastrophique. Alors que vu que vous lisez les journaux, vous avez peut-être vu de temps en temps La Croix ce matin, l'interview qu'accorde le pape François à ce quotidien. Le pape qui dit de la France qu'elle exagère la laïcité. Ensemble, on en fait trop. Bah écoutez, je respecte le pape comme autorité religieuse, mais je crois que c'est l'honneur de la France d'être un pays laïque et que c'est la condition pour permettre aux Français de vivre ensemble, quelle que soit leur religion d'origine ou leur religion présente. Il va un petit peu plus loin, il dit, si une femme musulmane veut porter le voile, elle a totalement le droit de le faire, comme un catholique peut porter la croix. Ça dépend où. Voilà. Il y a des lois pour ça. Exactement, et c'est pourquoi je propose, avec mon mouvement, nous allons faire une proposition de loi bientôt, nous sommes en train de la peaufiner. Qui serait quoi? Qui sera l'interdiction du voile à l'université, à l'hôpital, à l'école c'est déjà fait, et dans les services publics, et que les chefs d'entreprise aient le droit par un règlement intérieur de l'interdire. Quand est-ce que vous faites cette proposition? Bientôt, elle va bientôt sortir, je vous en donnerai la primeur. Alors le pape est très explicite, il dit nous je finis juste sur un point. Le modèle français, ce modèle républicain auquel je crois, c'est le seul modèle qui peut permettre à des gens différents, qui gardent leur identité, il ne s'agit pas de leur renier leur identité, de vivre ensemble dans la paix et le respect. Et donc, libre au pape de régner sur les consciences, mais nous avons une séparation, que je rappelle, qui vaut autant pour l'islam que pour le pape. Et quand vous l'entendez, ou que vous le lisez dans La Croix ce matin, effectivement, dire que la France est en quelque sorte victime de l'héritage des Lumières et de la Révolution française. Écoutez, on n'a pas fait la Révolution pour rien, on n'a pas fait la loi de 1905 pour rien. C'est l'honneur de la France. C'est l'honneur de la France d'avoir un espace neutre. C'est l'honneur de la France que ce ne soit pas les autorités religieuses qui gouvernent. Parce que c'est au peuple français de gouverner. Et le peuple français, il est libre dans sa tête. Et la différence aujourd'hui, vous savez, elle n'est pas entre la droite et la gauche. La différence aujourd'hui, elle est entre ceux qui veulent rendre le pouvoir au peuple français et ceux qui veulent diriger sa conscience. Eh bien non, le peuple français est libre. N'en déplaise aux uns, aux autres, aux d'un mot de cette interview aux journalistes, aux chefs d'entreprise, à la loi El Khomri, à Bruxelles. Le peuple français est libre et il va se réveiller. On va le réveiller, le peuple français, vous allez voir. On verra ça. Est-ce que vous croyez aux racines chrétiennes de l'Europe? Mais elles sont une évidence. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ont le monopole de l'Europe. Mais un arbre a des racines. Vous savez, vous êtes en désaccord avec le pape, hein, parce que ce n'est pas du tout un vibrant avocat. Mais non, mais sur le sujet des racines chrétiennes, on peut dire qu'il est, il est à sa place. Il fait ce qu'il veut, mais en tout cas. Et alors, mais j'ai le droit d'avoir. Tout le monde sait que l'Europe a des racines chrétiennes. Est-ce que ça veut dire... Ça fait peur manifestement au pape de le dire. Ben, c'est absurde. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est chrétienne à 100%? Non, bien évidemment. Mais l'Europe, c'est l'Europe gréco-latine. L'Europe, c'est une sédimentation d'influence. Il y a eu une influence, bien évidemment, aussi musulmane. Il y a eu une influence de plusieurs religions. Mais il y a cette racine. Comment peut-on imaginer qu'un arbre prospère, pousse, si on lui coupe les racines? C'est absurde. Donc ce débat est un débat, comment dire, absurde. J'entendais M. Moscovici qui niait les racines chrétiennes de l'Europe. Mais pourquoi? D'ailleurs, moi je vais vous dire, j'ai souvent dans les signatures de livres, des gens qui viennent me voir, il y en avait un qui m'a dit « Je ne suis pas venu en France », il s'appelait Karim, il était musulman, il m'a dit « Je ne suis pas venu en France pour retrouver ce que j'ai quitté ». Et il m'a dit « Je vous félicite de défendre une idée de la France, qui est une idée laïque, généreuse, mais qui tient bon sur ses valeurs. » Alors, vous avez déjà beaucoup cité Nicolas Sarkozy, je le constate, pour cette interview sur l'Europe. Parce que ça m'a impressionné. Ça vous a impressionné, alors il y a beaucoup de questions qui en découlent, Michael. Et notamment, il veut créer un Euro-Schengen, c'est-à-dire une sorte de grand ministère avec tous les ministres de l'Intérieur qui formeraient donc un grand ministère de l'Europe. Ça change quelque chose. Une fameuse harmonisation, celle que vous réclamez. Est-ce que ça change quelque chose? Ça fait 20 ans, depuis le traité d'Amsterdam, qu'on nous répète la même chose. Alors j'ai lu justement ce que j'ai vu ça dans la presse, alors je me suis précipité lire l'interview, et j'ai compris
que Nicolas Sarkozy ne serait pas le prochain président de la République. Pourquoi? Parce que faut vraiment prendre les Français pour des imbéciles qu'ils ne sont pas. Pour une raison très simple, c'est que comment imaginez-vous qu'au nombre de pays de Schengen, on puisse mettre en place un gouvernement Schengen? C'est absurde, ça voudrait dire que les frontières sont gérées par des autorités, alors définitivement par Mme Merkel et ses copains, ça voudra dire que nous n'avons plus la maîtrise définitive de nos frontières, et ça veut bien dire qu'en fait Nicolas Sarkozy n'a pas changé, qu'il est, et c'est son droit, profondément européiste, qu'il abandonne la nation, qu'il ne veut pas que les Français contrôlent leurs Et frontières. donc pour Moi, vous, il je ne suis sera clair. pas élu parce qu'il y a un programme Moi, qui je suis ressemble à ce qu'il clair, a déjà fait, mais c'est bien ça? évidemment. Moi, je suis clair, je suis candidat, car je veux rendre la France à nos concitoyens, je veux des frontières, je veux que les Français soient maîtres de leur destin, ce qui n'interdit pas une politique européenne et une politique africaine. D'accord, vous voulez un Et j'étais référendum? surpris de voir que pas un mot sur l'Afrique, si ce n'est pour voir le doublement démographique, Oui, mais il faut pas l'aider. un mot sur l'aide à l'Afrique. On peut être ferme sur nos frontières nationales Oui. si parallèlement aussi on met en place un vrai plan Marshall pour développer l'Afrique, car l'enjeu c'est de stabiliser les populations africaines et de leur donner une Il y a dignité et un quelque chose avenir. qui a dû vous plaire dans cette interview, Et c'est important. C'est sur le référendum européen. Vous le souhaitez, Bruno Le Maire également. Mais en somme, Pas pour le même résultat. Nicolas Sarkozy vous dit le référendum, ce n'est pas la meilleure façon de répondre à une question si complexe. Et gentiment vous dire, en gros, vous avez tout faux. Il me fait penser à ces avocats du suffrage censitaire et à ce beau texte de Victor Hugo qui expliquait justement que le peuple était tout à fait capable de voter. Je le sais, il a violé le peuple. Des questions complexes, une réponse binaire. Bien sûr. Et lui, il a une réponse complexe. Ah oui, puisqu'elle passe pas par le référendum. Ça me fait rire. En revanche, sa réponse, elle a été très binaire quand il s'est agi de s'asseoir sur le vote des Français de 2005. Tous ceux qui m'écoutent savent que les Français ont voté non en 2005 et celui qui a trahi la parole du peuple, c'est Nicolas Sarkozy, avec le soutien des socialistes. Alors, oui ou non, ce sont les Britanniques qui vont voter. Eux, Ce ils sera ont de la le chance, 23 ils ont le juin. droit Yes, d'être consultés. no. Alors, Boris Johnson a comparé l'Union européenne à Hitler ou à Napoléon. Vous allez pouvoir réagir, alors que le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui, il s'est fâché, mais enfin, on va le voir sans véritable excès dans les mots. Boris Johnson a dépassé les limites d'une discussion rationnelle, faisant preuve d'amnésie politique. D'une certaine façon, il a illustré l'état d'esprit et le sentiment de beaucoup d'Européens, pas seulement au Royaume-Uni. Bon, il est allé trop loin, faute politique. Chacun D'un mot. son style. Voilà. Hitler. Chacun son style. Ça vous a choqué? Ce qui est sûr, c'est que le système bruxellois est une forme de nouvelle occupation et que la démocratie est en péril. La démocratie est en péril en Europe. Moi, je pense qu'une Europe des nations démocratiques qui récupèrent leur souveraineté sur les points clés et des projets en commun, et c'est ce qui me différencie du Front National, je crois à des projets européens comme Airbus. Vous croyez au rêve européen? Non, Ah. non, ça c'est un cauchemar. Je crois, on l'a vu, je crois à des projets concrets tels que l'imaginait le général de Gaulle et Konrad Adenauer, c'est-à-dire la lutte contre le cancer par exemple. Pourquoi pas un beau projet européen à 3 ou 4 pays? Le plan de développement de l'Afrique, pourquoi pas un beau projet européen? L'Union pour la Méditerranée, avec les pays retour. du Maghreb et du nord de la Méditerranée, c'est-à-dire France, Espagne, Italie, Grèce. Un beau projet. Quand on va sortir de ce système binaire, soit on accepte d'avaler l'huile de foie de morue de Bruxelles, c'est-à-dire un système de nivellement par le bas et d'immigration massive, soit on est anti-européen. Non, on peut vouloir une Europe des nations D'accord. qui Voilà. partagent des projets J'ai une communs. dernière question. Alors, oui, Ça, c'est simple. Une dernière question de Michael, et Et on c'est ce que je reviendra propose. sur vos différences que vous revendiquez avec le Front National Oh, qui je revendique sont rien du tout. contestées. Il y a les Dans un instant. commémorations Alors, de la bataille de Verdun d'ici Oui. peu de jours. Le concert du rappeur Black M a été annulé. Est-ce que vous en réjouissez? Oui, bien sûr, parce qu'il fallait avoir une idée bien saugrenue pour confier une sorte d'hommage aux combattants à quelqu'un qui a des paroles choquantes, pour pas aller plus loin. Et la célébrité et l'argent n'achètent pas tout. Valérie Pécresse dit qu'il aurait mieux fait de chanter la Marseillaise. Oui, ça c'est sûr. Mais je vais vous dire, si Black M était venu gratuitement chanter la Marseillaise et faire amende honorable et dire « je me suis trompé, j'ai dit des paroles que je regrette, j'aime la France,
Mais que ce soit Black M ou X ou Y, je m'en fiche. Ce qui m'a choqué, c'est que on croit qu'on puisse acheter comme ça des célébrités qui ont craché sur notre pays. Ça suffit. Les Français ont envie d'aimer la France. Et moi, j'aimerais qu'on parle aussi, on a parlé de beaucoup de choses négatives, parce que les événements sont tristes, mais il y a dans notre pays de merveilleux acteurs, des gens sur le terrain qui font des choses incroyables, et ces gens-là se sentent abandonnés. Et bien moi, je veux qu'on fasse réussir la France. C'est ça l'enjeu de demain. Et on fera réussir la France. Il y a quantité de chanteurs qui aimeraient chanter la Marseillaise à Verdun et qui sont bien mieux et qui le feront gratuitement. Merci, Michael. Troisième partie de Preuve par 3 maintenant avec Guillaume Dodin, notre confrère de l'agence France-Presse. Nicolas Dupont-Aignan, souhaitez-vous une alliance de tous les souverainistes hostiles à l'euro, par exemple, jusqu'aux extrêmes de l'échiquier politique, jusqu'à l'extrême droite? Vous me voyez venir. Eh bien, sur ce point, vous allez peut-être être surpris. Écoutez d'abord ce que nous disait ici même Jean-Pierre Chevènement il y a quelques semaines. Marine Le Pen aurait, comme tout le monde, intérêt à me rejoindre quand j'ai raison. Mais vous aussi, vous auriez intérêt à me rejoindre. Et je m'adresse également aux socialistes. Je m'adresse également aux républicains de l'autre rive, comme je l'ai fait en 2002. Je pense que les solutions... Henri Guénaud, par exemple. Je pense que les solutions, oui, que j'ai invité il n'y a pas très longtemps dans une réunion de République moderne aux côtés d'Arnaud Montebourg, eh bien, je pense qu'en effet, la solution, c'est une solution de rassemblement autour du salut public. Jusqu'au Front National. Mais l'électorat du Front National, croyez-moi, il est mobile et il saura venir là où est l'intérêt du pays. On parle des appareils. Mais ce qui désespère notre pays, c'est que les hommes politiques ne s'expriment plus en fonction de son intérêt fondamental. C'est cela qui explique la crise de la démocratie, le désarroi du pays. Et je pense qu'à partir du moment où on lui montrera un chemin, où il y aura à nouveau un projet sensé, intelligent pour la France, un projet d'Europe européenne, qui ferait de l'Europe une entité stratégique à l'échelle des problèmes du XXIe siècle, qui sera dominée par la Chine et par les États-Unis, eh bien à ce moment-là, le peuple français retrouvera confiance. Vous avez bu ces paroles, hein, Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir Guillaume Dodin. Bonsoir, monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Guillaume Dodin. Non, mais parce que Jean-Pierre Chevènement, que j'avais invité d'ailleurs à mes universités d'été en août dernier, résume exactement ce que je tente de faire. Et ce que nous allons faire, nous allons réussir à faire, parce que les choses changent. Je vois le nombre de soutiens qui commence à venir pour ma candidature, et je peux vous assurer qu'il y a des gens de gauche comme de droite. Et il y a même des gens du Front National qui nous rejoignent et qui avaient été vers Marine Le Pen et qui en reviennent. Donc je pense qu'on est tout à fait capable de bâtir cette alternative politique. Mais Monsieur Chevènement ne parle pas de la personne pour l'incarner. J'imagine que vous pensez que c'est vous qui avez cette possibilité. Ce n'est pas à moi de le décider. Moi, je suis candidat. Je présente dans mon livre un projet pour la France, qui est un projet patriotique et républicain, qui est un projet pour revoir complètement le fonctionnement de l'Europe, sans abandonner des coopérations avec nos voisins. C'est un projet sérieux. C'est un projet solide. Il y a le projet et il faut la machine politique. Et la machine politique, elle existe. Arnaud Montebourg à vous rejoindre. J'imagine que vous aimeriez que Jean-Pierre Chevènement vous rejoigne aussi. Bien sûr, et puis Henri Guénaud, et puis beaucoup d'autres. Je vais vous dire une chose, Guillaume Dodin. Sur le terrain, il y a des maires qui étaient à gauche, à droite, certains responsables Front National, qui nous ont rejoints. Pourquoi ils le font? J'étais dans les Vosges. Le responsable du Front National des Vosges nous a rejoints. Pourquoi a-t-il quitté un parti qui est à 30% des voix pour aller vers un candidat pour le convaincre de vous rejoindre et d'abandonner Marine Le Pen? Je n'ai pas été le chercher. Et il m'a rejoint en disant, voilà, je retrouve chez vous ce que j'avais eu au RPR, il venait du RPR. J'ai cru que ça existait au Front National, et puis c'est un tel bazar, je préfère venir soutenir quelqu'un qui a un vrai projet et une équipe dont on n'a pas à rougir. Des élus de terrain, des responsables associatifs, des lanceurs d'alerte comme Stéphanie Gibault, des gens purs, droits, cohérents. Et on va gagner à cause de ça, parce que nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants et nous luttons, c'est vrai, avec 1000 fois moins de moyens que les autres. Mais nous allons gagner. Vous pensez que le Front National fait partie de cette espèce d'arc souverainiste qui s'oppose à la construction actuelle? Beaucoup de gens au sein du Front National. On parle du Front National. On parle du Front National. Mais, écoutez, quel Front National? Monsieur Guillaume Dodin, vous le connaissez bien, je crois.
puisque vous il y a une suivez pour direction, l'AFP. Marine Le Pen, Oui, non, mais que vous connaissez aussi. Oui, Donc, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous le savez. C'est le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National de Gollnisch, c'est le Front National d'Arnoutou, c'est le Front National de Philippot, c'est le Front National, etc. Vous le connaissez bien aussi, hein comme observateur, je regarde, Oui, c'est un sacré bazar. Et vous en prenez une partie? Mais voilà. je prends tous ceux qui veulent défendre un patriotisme républicain, qui redresse nos entreprises et qui relocalise 1 million d'emplois, qui rétablit la sécurité en mettant les voyous en prison, qui apprend à lire et à écrire à nos enfants, qui remet l'hôpital public sur les rails, qui renégocie tous les accords européens et qui rend à la France le contrôle de ses frontières. C'est un programme de salut public que je propose, et je le propose avec mon caractère, mes soutiens, dans un esprit de rassemblement gaulliste. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Front National soit acceptable et rentre dans ce champ politique? Mais je n'ai pas à donner des brevets. Il y a une élection présidentielle. Nous ne sommes pas sous la 4e République. Je me présente à l'élection présidentielle. Je suis enfin heureux que les sondages frémissent, alors qu'ils me sous-estiment en plus. 4 à 6% actuellement. Vous plaisantez, 6 à 8. 8%, c'est moins fréquent. 6% à 8, il n'y a pas eu un sondage en dessous de 5%. 6 à 8%, un an avant l'élection, alors qu'il y a 20 millions de Français qui s'abstiennent aux dernières élections régionales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français attendent une autre offre politique. Cette autre offre politique, je la bâtis, je la présente, et on verra au soir du premier tour. Est-ce que en voyant le Front National justement à 30% dans les sondages, aujourd'hui, vous vous dites pas que c'est plutôt lui qui incarne cette autre offre politique? Non, parce que vous savez, dans l'histoire, ce n'est pas au poids. Moi, j'ai regardé les élections régionales. Et j'ai constaté que les Français aimaient protester avec le Front National parce qu'ils n'avaient pas toujours connaissance d'une autre offre alternative. Et j'ai remarqué aussi que les Français, au deuxième tour, avaient des réticences à confier le pouvoir au Front National. Pourquoi? Pourquoi? Il faut essayer de comprendre. Et j'imagine que les leaders du Front National se posent la question. C'est pourquoi ils se divisent tant en ce moment. Tout simplement, comme pour le Parti communiste à une époque, parce que les Français constituent un vieux peuple sage. Ils ne veulent plus de ceux qui nous gouvernent, mais ils ne lâcheront pas la proie pour l'ombre. Ils changeront de cap quand on aura défini très précisément où on veut les emmener. Et c'est pourquoi je présente avec mes amis de Debout la France un cap très précis, un projet très sérieux qui va leur permettre enfin, et c'est ça la nouveauté, de ne plus être dans ce piège monstrueux. Soit on continue avec des incompétents incapables, soit on part à l'aventure. Eh bien, moi, je refuse l'aventure patriotique aléatoire et excessive, et je propose un chemin patriotique républicain sérieux. Et puis les Français choisiront. Et il me reste 1 an pour les convaincre. Quand on regarde votre programme et celui du Front National, on distingue plus de similitudes que de différences. Qu'est-ce qui vous différencie pour vous? Je vais vous dire. C'est la méthode ou c'est le programme? Il y a 2 choses. Il y a une partie de programme, je pense par exemple sur l'Europe, où je crois pas qu'on puisse envoyer balader toute l'Europe. Je pense qu'il faut des coopérations. Que propose le Front National aussi? Avec moins de précision. Sur l'économie, mon programme est beaucoup plus en faveur de la libre entreprise, des PME, et beaucoup moins collectiviste, si je puis dire. Sur la société, notamment la peine de mort et des choses comme ça. Mais je vais vous dire... c'est surtout la méthode, je répondrai. C'est surtout la méthode. Vous savez, il y a 3 partis en France aujourd'hui qui veulent tourner la page. Il y en a 3 à peu près. Mélenchon, il faut être honnête, il propose de tourner la page avec le Front de gauche. Marine Le Pen, elle propose de tourner la page. Et petit nouveau, Debout la France. Au régional, pardonnez-moi, vous souriez. Non, je ne souris pas. Mais non, mais parce qu'il y a ce sourire. Parce que vous parlez des 3 larrons, les 3 gros partis adversaires. Et comment vous définissez, vous, les 3? Au régional, Debout la France, comme ça, sans un journal télévisé pour les régionales, a fait autant de voix que les Verts ou que le Front de gauche. Dans 13 départements, Debout la France est devant, et le 4e parti de France. Dans 2000 communes, je suis au-dessus de 10%. Donc, on est récent. Vous avez fait votre record de voix au régional. On progresse. Mais vous êtes lentement, en dessous d'1 million. Voilà, c'est un peu long. Mais les Verts et le Front de gauche, on en entend beaucoup parler. Nous sommes nouveaux. Ce que je veux dire, c'est qu'enfin, les Français, à la présidentielle, vont avoir la possibilité de
voter contre le système sans tomber dans les extrêmes. Et moi, j'en suis content de leur offrir ce choix. Vous appelez à l'union tous les souverainistes, on vous entend, Nicolas Dupont-Aignan. Mais pas que les souverainistes. Oui, mais les autres aussi, bien sûr. Non, attendez, excusez-moi. Oui. Pas que les souverainistes. Pas que. Attention, le mot est piégeux. Ah, c'était pas mon intention. Non, mais moi, je vous réponds. Gaulliste. Gaulliste de progrès. D'accord. C'est pas la même chose. Souverainiste, c'est récupérer la souveraineté. Mais après, on en fait quoi? D'accord. Alors vous appelez un appel à l'union, mais alors en face, et Guillaume, effectivement, vous pourrez le confirmer, Monsieur Philippot, Florian Philippot, eh bien, il appelle aussi à l'union de son côté. On l'écoute, alors vous allez lui répondre cette fois. Nous, on a le courage d'aller au fond des problèmes. Parce que tous ceux qui viennent vous voir en vous disant on va tout changer demain sans rien changer, c'est-à-dire en restant dans les mains de l'Union européenne qui vous empêche de protéger vos frontières, qui vous empêche de faire du patriotisme économique, qui vous empêche d'avoir la souveraineté monétaire, sont des menteurs. Ou alors ils assument, comme Juppé, Fillon. Alors, on va y venir. Et ils vous disent, eh bien, nous, on ne veut pas l'euro, on ne veut pas baisser la monnaie, on préfère baisser vos salaires et vos retraites. Mais ce n'est pas le modèle que moi je veux pour la France. Voilà, donc on a Florian Philippot qui dit il faut une alliance des patriotes, c'est la seule solution. Et il dit par contre s'il n'y a pas d'alliance des patriotes, c'est pas la faute du FN, mais je cite de petits groupes qui veulent exister pour des raisons égotiques. Eh bien écoutez, c'est pas à la hauteur de l'histoire, ce sont des petites polémiques. Florian Philippot est embringué au Front National. Il aurait pu être chez vous, vous pensez? Dans une autre vie? Ce qu'il aurait pu faire dans sa vie. Il est maintenant dans ce marigot. Il le gère comme il veut, c'est son problème. Je considère qu'on est en démocratie. Je considère que les Français sont piégés, je vous l'ai dit, par soit on continue, soit on va au Front National. Et c'est ce qui plaît au système. Comme le Parti communiste, à l'époque, renforçait considérablement le système existant, d'ailleurs c'est le système gaulliste, parce qu'il n'y avait rien entre. Ça a été le génie de Mitterrand de construire une alternative. Moi, je veux construire une alternative pour tous les Français qui aiment la France, qui ne veulent pas les excès du Front National, mais qui pensent qu'on doit se débarrasser de ceux qui nous mènent à la ruine. C'est obligatoire qu'il y ait des points communs avec le Front National, puisque je dis des choses évidentes que dit parfois le Front National, mais que dit aussi Jean-Pierre Chevènement ou Arnaud Montebourg. Mon mérite, c'est d'être opiniâtre et de continuer mon chemin, parce que je suis certain que le bon sens viendra. Et que vous verrez, nous allons bouleverser le jeu politique. Je le bouleverserai à la présidentielle. J'ai 1 an pour convaincre. Alors il y a un certain nombre de gens qui ne se contentent ni du FN ni des Républicains aussi, qui se réunissent à Béziers à la fin du mois sous l'égide du maire de cette ville, Robert Ménard. On les appelle la droite hors les murs, il y a plusieurs noms. Vous avez été invité, je crois, à vous rendre là-bas, vous y serez? Je ne peux pas y aller, je lirai avec attention les comptes rendus. C'est une démarche intéressante, de réflexion. Mais moi, je suis candidat à la présidentielle, ma réflexion est bien avancée. J'ai un projet, un livre, j'invite à lire. Nous sortirons un programme par tranche, si je puis dire, c'est-à-dire par thème, pour que les Français soient au courant du cap. Et puis, en annonçant que 1000 fleurs s'épanouissent, comme disait Mao Tse-tung. Hein. En annonçant assez tôt votre candidature à la présidentielle, c'était une manière un peu de leur couper l'herbe sous le pied, qu'il n'ait plus d'espace vous voyez le mal partout. C'est pas du tout ça. C'est que moi, je suis plus récent. Beaucoup de Français ne me connaissent pas. Ne connaissent pas ceux qui m'accompagnent, dont on ne parle jamais, parce que ce ne sont pas des personnalités médiatiques, mais ce sont des gens sur le terrain. Vous en voulez beaucoup au système médiatique, on va en dire un mot. Non, je trouve qu'il enferme trop dans des combats symboliques qui désespèrent les gens et qui nourrissent l'abstention. Et je veux m'adresser aux abstentionnistes. Est-ce que le système médiatique, et j'ai envie de dire politico-médiatique, va vous faire exister pendant encore un an, puisqu'il y a de nouvelles règles pour les prises de parole? On verra. Moi, vous savez, je vais dans 3 départements par semaine. Je fais un travail souterrain, de terrain, parce que j'aime ça, parce que j'écoute. Parce que je ne suis pas là pour déverser un programme clé en main, je suis là pour des échanges. Et je pense que si les ministres faisaient en ce moment, ou les grands leaders, entre guillemets grands, de droite, faisaient ce que je fais en ce moment depuis des années, je pense que, par exemple, les travailleurs détachés, les frontières, l'aide à la science, comment on développe la France, le paradis des chercheurs. Bref, tout ça, ils en parleraient plus. Moi, je crois qu'on n'est plus vraiment en démocratie. Vous aviez dit... Je vous le dis franchement. Et la vraie question, elle est démocratique. Comment faire revivre la démocratie française? Et je crois que c'est par la base. Et je vous invite, vous, journalistes, et je vous remercie de m'inviter, à faire en sorte qu'il n'y ait pas, comme dans certains médias, 90% de l'antenne
pour les deux partis qui nous ont menés à la ruine et qui ne représentent pas plus de 50% des Nous sommes électeurs. ouverts ce que- ici. ce que- On va je le rentrer. sais. Alors, Ce que les téléspectateurs ont peut-être envie de savoir, justement, c'est ce que vous feriez si vous étiez président. Vous aviez dit en 2012, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, Jean-Pierre Chevènement, Premier ministre, vous signez. Vous signeriez toujours Mais bien sûr, la question, c'est de savoir sur quel cap et s'ils seraient d'accord. Ce que je veux dire, c'est quand vous voyez Henri Guénaud, homme remarquable, est-ce que Henri Guénaud peut cautionner le programme délirant, mais délirant, que viennent de sortir sur le plan économique Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy? Délirant. Vous ne réduiriez pas le niveau des dépenses publiques en tant Mais que... bien évidemment qu'il faut... Non. D'abord, je relancerai la croissance économique. Et progressivement, je maîtriserai la dépense publique. Mais dire comme eux qu'on va supprimer 100 milliards de dépenses, comme ça, c'est soit mensonger, soit casser définitivement et créer 1 million de chômeurs de plus. C'est de la folie. Mettre la retraite à 65 ans, comme le proposent Alain Juppé, Fillon, Sarkozy et les autres, c'est créer des chômeurs de plus. Parce que, en attendant à la retraite, ils seront au chômage. Je maintiens comme aujourd'hui. Marine Le Pen fait de la démagogie dans un sens avec Mélenchon 60 ans, et les autres font de la démagogie dans l'autre sens. Je veux relancer la croissance économique par le produire français. voilà, donc pendant votre campagne, pour reprendre l'expression que vous utilisez dans votre livre à propos des trois larrons, vous allez combattre François Hollande, Mais Nicolas Sarkozy, tous les autres. Non, mais vous allez vous opposer. Non, vous opposez excusez-moi, aussi. non. Non. J'allais vous demander si vous alliez vous opposer aussi à Marine Le Pen. Je vais proposer un projet alternatif, positif pour mon pays, car mon pays que j'aime a tout pour s'en sortir. Et vous attendez... on peut réussir, et la France n'est pas condamnée à décliner et à ressembler à la Bulgarie ou à la Chine. Vous attendez que la France se lève et marche, c'est le titre de votre livre. Merci, Vous avez merci tout compris. Guillaume. Merci à tous, bonsoir. Et la semaine prochaine, c'est Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, qui sera l'invité de Preuve par 3 sur Public Sénat avec l'agence France Presse. Bonsoir à tous.